Il est 7h15 sur France Culture. Les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin. Et bonjour Ali. Et ce matin, à l'occasion de la visite du président chinois en Corée du Sud, Pékin et la question coréenne. Alors on revient effectivement à la visite du président chinois en Corée du Sud. Suspension de l'aide alimentaire par la Corée du Sud à la Corée du Nord, dont la reprise de cette aide alimentaire dépendra du démantèlement nucléaire. Également suspension hier du démantèlement nucléaire nord-coréen. Et troisième information, le maintien de la Corée du Nord sur la liste américaine des États soutenant le terrorisme, ce qui empêche la Corée du Nord d'avoir accès à des aides et à des prêts internationaux. L'invité d'Éric Laurent, Jacques Gravreau, directeur de l'Institut HEC Eurasia. Jacques Gravreau, visite du président chinois Hu Jintao en Corée du Sud. Alors il faut rappeler que traditionnellement pour Pékin et sa diplomatie, la péninsule coréenne est un lieu clé d'abord pour l'aide apportée pendant la guerre de Corée justement à la Corée du Nord en 1950 et puis ensuite après effectivement donc la fin des hostilités et la séparation en deux de la Corée à hauteur du 38e parallèle. Pékin a toujours joué un rôle clé, je veux dire, d'allié, même si la Corée du Nord s'est montrée souvent indocile. Donc le voyage à Séoul, qui n'est pas le premier d'ailleurs d'un président chinois, revêt tout de même un certain intérêt dans la mesure où le président Lee Myung-bak, le nouveau président sud-coréen, avait adopté une attitude assez dure envers Pyongyang, à l'opposé de ses prédécesseurs. Une attitude d'ailleurs qu'il vient d'infléchir dans la mesure où aujourd'hui il tient des propos plus conciliant. Alors il faut rappeler évidemment le poids commercial et économique de la Corée du Sud au sein et dans l'économie chinoise en matière d'investissement, et également le poids évidemment économique de la Corée du Sud auprès de la Corée du Nord, où de nombreuses entreprises sud-coréennes sont implantées. Oui, alors, mis à part la Corée du Nord, la Corée du Sud est le plus proche voisin de la Chine. C'est un voisin qui a d'énormes capacités financières, d'énormes capacités technologiques, d'énormes capacités d'investissement. Donc, aujourd'hui, la Corée du Sud est un investisseur majeur en Chine, est surtout un fournisseur de produits de très haute technologie, ça va des semi-conducteurs aux écrans plats, etc., au point même que la Corée du Sud est excédentaire vis-à-vis de la Chine, contrairement à nous qui sommes déficitaires. Donc ça, il y a un poids économique de la Corée, beaucoup d'entreprises coréennes en Chine. Et puis, d'autre part, la Corée du Sud est évidemment partie prenante dans les conversations difficiles de sur le nucléaire, années sur le désarmement avec la Corée du Nord, absolument, sous l'égide de Pékin, puisque c'est Pékin qui a hébergé ce Six-Party Talks, c'est-à-dire les conversations à 6 pays, dont la Corée du Sud est tout à fait partie prenante. Alors effectivement, on pouvait penser que Lee Myung-bak, président nouvellement élu, assez à droite, ancien chef d'entreprise, on pouvait penser qu'il aurait des positions radicales à l'exact contraire de son prédécesseur Roh Moo-hyun, qui était partisan de la Sunshine Policy, c'est-à-dire de détente vis-à-vis de la Corée du Nord. Et aujourd'hui, la réelle-politique s'impose petit à petit à la Corée du Sud, c'est-à-dire que on a un voisin, la Corée du Nord, qui reste énigmatique malgré les progrès récents qu'ils ont pu faire sur la négociation nucléaire. Et donc, c'est la politique pragmatique qui s'impose. Il faut tout de même souligner d'ailleurs que le rameau d'olive tendu par le président sud-coréen en direction de la Corée du Nord a été, je dirais, essuyé, enfin en tout cas été accompagné d'une fin de recevoir absolue de la part de Pyongyang. Oui, on a un régime à Pyongyang qui est un régime aux abois, dont la seule préoccupation finalement est de conserver à tout prix le monopole du pouvoir qu'ils ont, et donc toutes les risettes que peuvent faire les uns et les autres, à commencer par les Sud-Coréens, sont accueillis avec la plus grande froideur du côté de Pyongyang. Alors la visite du président chinois en Corée du Sud survient tout de même à un moment intéressant parce que c'est un moment de tension entre la Corée du Sud et le Japon à propos d'îlots d'ailleurs qui s'appellent les îlots Dokdo, qui sont en effet de petits rochers battus par les flots que les Japonais considèrent comme étant leur territoire. Ils l'auraient incorporé en 1905, ce que évidemment dénie totalement
les Coréens qui estiment que, au fond, ça relève effectivement dirais-je, des gestes forcés, en tout cas des concessions nécessaires qui ont eu lieu du temps du protectorat. Et donc, on voit qu'il y a des manifestations, des tensions. Est-ce que c'est, au fond, pour Pékin aussi, une manière de tenter de jouer de la division entre la Corée du Sud et le Japon? Non, je pense que ça, c'est pas du tout nouveau. On a depuis des décennies une sorte de prurite de guerre froide en Asie à propos justement de petits îlots. Il y a la même chose entre le Japon et la Chine avec les Daoyuta. Il y a ça entre le Japon et la Corée. Donc chacun réclame des petits morceaux et les Japonais réclament les territoires du Nord aux Russes depuis 1954. Donc de toute façon, on peut réveiller ce genre de gesticulation périodiquement en Asie, et je pense pas que ça sera à l'ordre du jour des conversations. Non, plus sérieusement, les conversations entre le président chinois et le président sud-coréen, on va beaucoup parler d'économie, on va parler d'investissement. Il peut y avoir certaines menaces en Chine pas de récession, mais d'un relatif tassement. Il peut y avoir en Chine une menace sur les investissements de haute technologie, de copie, etc. Donc c'est plutôt de ça qu'on va parler. Mais si on devait qualifier les relations entre Séoul et Pékin, on pourrait dire qu'elles sont pragmatiques, mais qu'elles ne sont pas vraiment chaleureuses. Non, c'est des relations tout à fait pragmatiques, mais c'est des relations avec le Japon. On a des relations aussi pragmatiques entre les Chinois et les Japonais. Simplement, elles sont périodiquement entachées des souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale, donc de gesticulation, de manipulation de l'opinion publique au Japon comme en Chine. Avec la Corée du Sud, bien sûr, il n'y a rien de tel. Donc, on a un régime en Corée du Sud qui est clairement un régime apparenté à l'Ouest. Il y a tout de même encore 35 000 GIs américains en Corée du Sud et 200 avions de combat. Donc la guerre froide n'est pas tout à fait terminée dans cette partie du monde. Et ça, les Américains ne sont pas présents en Corée du Sud, ne sont pas des alliés des Chinois, bien au contraire. Donc on a cette situation géostratégique en Corée du Sud, mais pour le reste, au quotidien, c'est des relations tout à fait pragmatiques. Avec une préoccupation partagée à la fois par Pékin et Séoul, qui est surtout d'éviter l'effondrement du régime nord-coréen. Oui, alors ça, c'est moins sûr. On a de part et d'autre des tentatives pour mettre sous perfusion le régime nord-coréen. Les Chinois commercent par le nord, autant qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas beaucoup, mais enfin tout de même, la ligne de train achemine des marchandises de part et d'autre tous les jours. Les Sud-Coréens, de leur côté, entre leurs ONG, la zone franche de Kaesong, qui est à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud aussi. Donc, oui, il y a des dizaines d'entreprises, il faut rappeler, sud-coréennes qui sont implantées. Oui, alors tout ça, c'est un long shot, c'est-à-dire que ça commence timidement, mais on a effectivement quelques entreprises sud-coréennes qui perdent de l'argent d'ailleurs, mais enfin c'est un investissement à long terme pour tâter le terrain sur la Corée du Nord. Donc tout le monde a intérêt à ce qu'une Corée du Nord soit un pays normalisé, mais il y a un préalable politique qu'évidemment les Nord-Coréens n'ont pas du tout envie de lever. Mais aussi bien pour Pékin, mais surtout en fait pour Séoul, je veux dire, l'effondrement du régime nord-coréen serait une catastrophe économique. Je veux dire, il y a l'exemple évidemment de l'Allemagne. C'est-à-dire les Coréens, ils ont fait leurs calculs. C'est un pays de 50 millions d'habitants, la Corée du Sud, qui aurait à absorber, le cas échéant, un pays de 22 millions d'habitants. Ils ont vu ce qui s'est passé en Allemagne, c'est très compliqué. Et donc aujourd'hui, c'est pas du tout la priorité. Voilà, donc Jacques Ravreau, directeur de l'Institut HEC Eurasia, des bibliographies pour France Culture sur franceculture.com. Et puis demain, nous revenons à Lille sur l'Afghanistan au lendemain des pertes françaises, à propos de l'équation militaire et politique, la double équation militaire et politique impossible à résoudre. L'invité d'Éric Laurent sera Michel Pauchois, spécialiste de la région. À demain, Thierry Garcin. À demain.